mais je vais lui dire là. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, je parle un peu plus fort. Donc merci d'être venu à notre événement qu'on a organisé avec 5 de mes collègues sur le thème du développement à l'international des entreprises agricoles et agroalimentaires. Et plus particulièrement là, dans un premier temps, sur cette table ronde sur la génétique animale, qui sera plus axée sur l'export. Là, dans un premier temps, nous allons voir Jacques Gourmelon en visioconférence. Il n'a pas pu venir aujourd'hui de par ses contraintes professionnelles. Et il nous parlera plus particulièrement, lui, de son implantation sur le marché chinois, avec un élevage de sélection en partenariat avec la Coperle. Voilà. Bonjour Monsieur Gourmelon. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous l'entendez bien dans la salle? Car là, je vous précise, vous êtes projeté dans le grand amphithéâtre d'Uni-la-Salle pour cette intervention sur votre parcours, vos projets avec Nucleus, qu'on pourra développer un petit peu plus tard. Donc, dans un premier temps, je vous laisse vous présenter votre parcours professionnel et présenter aussi l'entreprise Nucleus pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Bonjour à tout le monde. Donc, Jacques Gourmelon, je vous remercie de me laisser l'occasion d'avoir une intervention auprès des étudiants de Beauvais. Donc, tout d'abord, de nouveau, je m'assure que vous m'entendez bien. D'accord. Donc, j'ai été à Beauvais dans les mêmes amphis que vous, mais il y a un certain nombre d'années. Je suis sorti diplômé en 1992-93. À la suite de ça, j'ai fait un volontariat à l'Action Technique. C'était une des possibilités pour faire son service militaire à l'époque à l'île de la Réunion, ce qui est pas mal dans le cadre de la coopération auprès de la coopérative des producteurs de porc de la Réunion pendant 18 mois. Revenu en métropole, j'ai travaillé pendant 4 ans au Crédit Agricole, qui est une très bonne, entre guillemets, poursuite de mes études à Beauvais, à savoir que ça permet de se familiariser avec le monde de quelque part de l'économie, de la finance en agriculture et aussi avec le monde du commerce. Et j'y reviendrai tout à l'heure. 4 ans qui m'ont aussi permis d'avoir une formation dans le cadre de l'Institut technique bancaire, au demeurant très intéressante. Cependant, au terme de ces 4 ans, j'ai souhaité changer d'orientation pour découvrir quelque part le monde et voyager. Et donc, je suis venu à Nucleus en tant que commercial export, puis responsable export, avant de prendre la direction de Nucleus en 2010. Et donc, depuis 2010, je suis le directeur de l'entreprise. En quelques mots, Nucleus est une entreprise de génétique porcine. Donc, concrètement, il faut aimer les productions animales, première chose. Deuxième chose, il faut aimer le contact, c'est-à-dire que vouloir rencontrer, échanger avec du monde, ce que la formation à Beauvais prépare très bien.
Et troisième volet, et ça va être quelque part mon intervention, c'est pourquoi l'export, quels sont les intérêts? C'est concrètement de sortir de la France, de découvrir le monde, et je vais expliquer ce que j'ai fait, et donc d'être mis en relation avec des entreprises, des modes de production très différents de ceux qu'on connaît en France, et quelque part de relativiser aussi nos petits malheurs français. Donc voilà, grosso modo, en introduction. Donc merci. Moi j'avais une première question pour mieux peut-être quantifier la part d'exportation de Nucleus. Quelle part de votre chiffre d'affaires est réalisée à l'export à l'heure actuelle? C'est un ordre d'idée qu'on souhaite pour peut-être mieux s'en rendre compte. Alors, Nucleus donc, est une entreprise de sélection porcine qui est une filiale de deux grands groupes français en production porcine. Alors, le premier, Coperle, Arc Atlantique, Coperle, basé dans le Grand Ouest, et FIPSO, filière porcine du Sud-Ouest, basée à côté de Pau. Alors, je vais y arriver sur la part de chiffre d'affaires, mais il faut bien comprendre que dans les missions de Nucleus, la première mission, c'est l'animation, la conduite du schéma génétique de ces deux entreprises. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a un mode de fonctionnement avec ces deux entreprises où on est prestataire de services, services très larges, auprès des éleveurs sélectionneurs, auprès du schéma génétique de ces coopératives et pour conduire les évaluations, pour être propriétaire des verras lorsqu'ils rentrent en centre d'insémination artificielle. Et donc, quelque part, cette première mission, c'est aussi notre première base de fonctionnement financier, c'est-à-dire qu'en fait, on se rémunère à travers les verras qui sont mis en centre d'insémination artificielle et à travers un système de redevance. Cependant, dès le départ de Nucleus, que j'ai connu moi en 1998, on a eu la conviction que l'export pouvait nous permettre de valoriser la génétique et au-delà de nous permettre, c'est quelque part de faire des rentrées financières intéressantes, permettant de financer de la R&D en France et permettant de autofinancer un développement à l'export. Donc aujourd'hui, sur les 3 dernières années, la part de l'export, suivant les années, représente de 30 à 60% du chiffre d'affaires de Nucleus, qui lui-même, le chiffre d'affaires de Nucleus, va, suivant les années, de 10-12 millions d'euros à 15-16 millions d'euros. Très bien. On aimerait également savoir quel type de produits sont proposés à l'export. Donc on suppose que ce sont principalement des doses à l'insémination. Mais quelles sont précisément les lignées que vous développez à l'export en priorité? Alors, donc à l'export, d'abord, notre premier produit, ce sont des animaux. Des animaux donc, produits dans nos élevages de sélection en France, des animaux inscrits aux différents registres généalogiques de race pure et qui nous permettent de déployer dans le pays de destination des schémas de croisement. Alors, pour le faire très simple, en production en France, les éleveurs français comme les éleveurs européens utilisent une truie croisée Large-White Landrace qui croise avec un Vera terminal piétrin, duroc ou hybride. Et donc, à l'export, les premiers produits, ce sont des animaux. Alors, quand c'est du commerce de proximité, ce sont des animaux hybrides à moindre coût financier. Et quand c'est sur des longues distances ou pour une deuxième étape bâtir un schéma, ce sont des animaux de race pure, Large-White Landrace pour les lignées femelles ou Piétrin du Roc pour les lignées mâles. Donc, première chose, vendre des animaux qui nous permettent, dans une deuxième étape, et c'est ce sur quoi, quelque part, on apporte le maximum de valeur ajoutée, c'est de déployer à destination, alors en Espagne, en Belgique ou en Asie,
un schéma basé sur la vente d'animaux de race pure et ensuite la fourniture d'une prestation de service pour, quelque part, déployer in situ en Chine un schéma génétique nous permettant d'avoir une relation pérenne dans le temps et une relation financière avec eux. Euh, Ça suppose des compétences qui vont au-delà de la simple vente d'animaux, mais qui se situent aussi dans l'accompagnement génétique par quelque part des outils applicatifs de sélection génétique euh, à destination et un accompagnement à l'utilisation de nos animaux à destination. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la vente de semences étant un des outils pour accompagner, c'est-à-dire au lieu de renvoyer des animaux, on envoie de la semence de nos meilleurs Vera élites en France pour quelque part que le troupeau à destination suive le même progrès génétique que ceux qui sont déployés en France. Donc, en synthèse, on vend des animaux, on vend de la prestation de service et on vend de la semence. Très bien. Et vous avez pu évoquer tout à l'heure le marché asiatique. Est-ce que c'est votre marché principal à l'export? Et si oui, pourquoi? Alors, le marché asiatique, bon, je vais donner deux, trois anecdotes. Quand j'ai démarré à Nucleus, j'ai démarré en 1998. Nous venions d'obtenir le certificat sanitaire pour la vente, l'exportation de porcs reproducteurs à destination de la Chine. Donc, quelque part, une de mes premières missions a été d'accueillir des délégations chinoises. Accueillir des délégations chinoises, le corollaire, c'est que sur 98, 99, 2000, j'ai dû faire 7 ou 8 déplacements en Chine. Et bien évidemment, sans être devin, on s'est aperçu que ce pays avait un potentiel énorme. Donc on a déployé des moyens pour quelque part y être présent, de la présence commerciale, et dès lors qu'on a déployé ces moyens-là, on a pu vendre. Donc on a pu vendre, alors la première fois 150 animaux, c'est peu, mais il faut bien mettre un pied dans l'étrier. C'est 3 stalles sur un avion combiné, bon, normal. On a à ce moment-là aussi connu nos premières aventures en Chine. C'est-à-dire que les premières aventures en Chine, c'est le choc culturel, le choc de relation, de volonté d'être dominé, de dominer des Chinois, et quelque part aussi les premières idées d'investissement en Chine. Bon, ça a pris un certain temps, sinon que on a continué nos ventes, on s'est affronté à un contexte qui était quand même très spécifique, qu'on continue d'avoir aujourd'hui, c'est le poids du sanitaire. C'est-à-dire que on a eu la fièvre afteuse en Europe, on a eu la peste porcine classique en Europe, on a aujourd'hui à la porte de la France la fièvre porcine africaine. Donc le sanitaire est un élément de frein éventuellement sur certaines ventes. Dans ce déploiement en Chine, on a, à travers le groupe Copern, à un moment donné, souhaité investir en Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché chinois est effectivement le principal marché de Nucleus à l'export. La Chine est le premier opérateur porcin mondial. On se trouve aussi sur des attentes très fortes en termes de génétique, mais un contrôle très strict des autorités chinoises sur toute importation d'animaux. À savoir que sur nos premières exportations, on avait un vétérinaire chinois pendant 1 mois et demi en France pour nous suivre dans nos différentes pérégrinations. Toujours est-il qu'au fur et à mesure de nos différentes rencontres, on a pu créer un lien qui nous a permis, j'y reviendrai tout à l'heure, d'investir dans un élevage en Chine aujourd'hui, qui est la propriété intégrale du groupe Copern, élevage qui a uniquement de la génétique Nucleus, élevage sur
protégés, très protégés d'un point de vue sanitaire pour maintenir notre capacité à vendre sur le territoire chinois. C'est-à-dire qu'en fait, notre différence sur ce marché-là n'a pas été dans le fait de fournir des animaux, mais de fournir un accompagnement en mettant en place un élevage sous air filtré en Chine, le premier en Chine, qu'on avait déjà testé en France, hein, et permettant quelque part de maintenir le statut sanitaire de l'élevage, alors qu'autour, à 10 km, 50 km, il y avait plusieurs cas de fièvre porcine africaine. La Chine, ça veut aussi dire entretenir un relationnel, comprendre le choc culturel qu'il y a entre nous et les Chinois. Et aujourd'hui, au sein du groupe Copern, il y a une centaine de salariés en Chine. On a des contacts presque journaliers avec la Chine. Et pour donner un autre exemple, hein, aujourd'hui, on a une quarantaine en cours d'animaux sur la Mayenne, quarantaine pour laquelle, le 9 décembre, on affrète un avion complet, un Boeing 777, dans lequel il y aura 750 animaux nucléus à destination de la Chine. Donc c'est très intéressant, c'est très formateur, et alors je lance une pierre ou une bouée auprès des étudiants. S'il y a des étudiants qui sont intéressés par du grand export, bien évidemment, on est prêt à les accueillir. Donc la Chine, très important. Et deuxième étape, avec le groupe Copern, on s'est dit, sur l'ensemble de l'Asie, il y a d'autres opportunités, ce qui fait qu'on a un deuxième élevage aujourd'hui en Thaïlande, un élevage pareil de 1500 truies en sélection. Et troisième volet, c'est qu'aujourd'hui, on vend dans toute l'Asie, c'est-à-dire Thaïlande, Philippines, Taïwan, Corée du Sud, et tout ça piloté de France. Merci. J'avais une autre question. Quelles sont les particularités d'élevage justement sur ce marché asiatique et quelles sont donc les contraintes auxquelles vous avez pu faire face lors de cette implantation? Alors, d'un point de vue génétique, il n'y a pas de particularité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement illusoire, tant à la taille de l'entreprise Nucleus que à la taille des besoins de l'Asie. Leur première demande, c'est d'avoir de la viande. Et donc, en fait, on ne développe pas une lignée génétique pour ce marché-là. On fait ce qu'on fait déjà très bien en France pour, quelque part, externaliser ce potentiel dans un autre environnement. Donc, l'autre volet, c'est le sanitaire, donc d'être capable de protéger ce sanitaire-là. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de contrôler. Contrôler, c'est forcément la présence d'expatriés en Chine, en Thaïlande, ailleurs. C'est-à-dire qu'il est totalement illusoire, même si là on fait une visio, de dire qu'on va contrôler de notre bureau basé à Heureux, à côté de Rennes, ou basé à Lamballe. Il faut des expatriés sur place, des gens qui acceptent, qui souhaitent, qui ont envie d'être présents sur place et de, quelque part, se comprendre la population, mais aussi d'établir des règles qui nous sont propres dans le fonctionnement. Un schéma de fonctionnement qui soit le plus proche possible de ce qu'on est capable de comprendre et d'interpréter de notre côté, eu égard au travail au quotidien. Après, pour des futurs diplômés, il faut de la souplesse. Je veux dire, c'est de l'adaptabilité. Comment vivre en Asie, c'est une aventure. Alors, je vais donner un exemple. J'ai recruté il y a 4 ans un jeune diplômé de l'ESA d'Angers qui a fait 4 ans à l'export à Nucleus et qui, au terme des 4 ans, par les opportunités qu'il y a au sein de notre groupe au sens large,
va s'expatrier en Asie et va comment développer la gamme des produits Nucleus comme Copperl sur l'Asie. Donc ça veut dire que quelque part en goûtant l'export, on peut aimer, on peut avoir envie de construire une partie de sa carrière sur ces éléments-là. Euh, alors, tant dans des missions commerciales ou des missions plus techniques. Et c'est là l'intérêt, c'est que dans nos métiers, on peut allier du commercial et du technique, ou on peut se spécialiser dans un des deux volets. Très bien. J'avais aussi une autre question qui m'est venue, c'est quelles sont aussi les attentes des consommateurs chinois en termes de viande? Est-elle la même qu'un marché européen en termes de qualité de viande, de graisse et a-t-on des répercussions éventuelles? Alors, je vais répondre sous deux niveaux. Quand il y a des exportations de pièces de viande de l'Europe, de la France vers l'Asie, effectivement, nous exportons allez, les parties les moins nobles de l'animal. Pour donner des exemples exacerbés, hein, ça peut être les oreilles, ça peut être la tête, ça peut être les pieds de cochon. Bon, voilà. Quand nous sommes sur place, nous sommes locaux et quelque part, le but, c'est de produire le maximum de viande. Donc, il n'y a pas la même notion. Euh, Cependant, pour les entreprises de production porcine, les filières en France, l'Asie, le marché comme en chinois demande globalement plus de gras et ça permet de valoriser, d'avoir une valorisation additionnelle des carcasses et des cinquièmes quartiers comme d'autres pièces de la carcasse. Après, sur place, on n'a pas la même vision parce que quelque part, on peut par le Vera Terminal segmenter ce marché-là pour faire des carcasses plus grasses avec plus grasses avec du duroc et plus maigres avec du piétrin. Mais globalement, leur première attente, c'est de manger et de manger de la viande. Donc, bon. Non, très bien. Et je voulais savoir aussi éventuellement vos opportunités de développement. Avez-vous prévu encore d'accentuer cette implantation en Asie? Vous parlez du coup de deux sites de sélection. Est-ce que vous comptez encore en développer dans d'autres pays que la Chine et la Thaïlande? Alors, en fait, hein, on a la sensation d'avoir une un produit un peu différent, mais quand je dis produit, c'est la notion de filière. C'est-à-dire qu'au sein de Copperl, il y a l'ensemble de la filière et une capacité à fédérer un certain nombre d'entreprises de produits, alors la génétique, le bâtiment, la santé, comment l'accompagnement technique, et c'est ce qu'on souhaite développer. C'est-à-dire qu'en fait, vendre des animaux peut avoir sur du long terme des freins. Le transport par avion, bon, qui sont quand même relativement onéreux. Et donc, il est important qu'on soit capable de produire à destination. Produire à destination, ça veut dire, au-delà de fournir des produits, c'est de fournir des compétences. Et notre souhait, c'est de pouvoir recruter des personnes qui seraient avec nous capables, par une présence ponctuelle ou une présence permanente, d'apporter comment un certain nombre de technologies, de savoir-faire, euh, et à ce moment-là, assurer le développement à partir d'un premier noyau exporté. Et là, l'Asie est très large. L'Asie existe, mais je prendrai l'autre versant. On a possibilité aussi au sein de Nucleus de travailler sur l'Espagne. C'est-à-dire que j'ai longtemps cherché un jeune ingénieur pour être présent sur l'Espagne. Finalement, j'ai pris une jeune ingénieure agronome espagnole, mais l'Espagne qui est à notre porte
offre des opportunités. Nucleus travaille avec des intégrateurs espagnols, et donc il y a aussi des possibilités dans ce cadre-là. Bon. Tout à fait. Donc la force vraiment de Nucleus, c'est en participant avec le groupe Coppel de proposer un peu une proposition clé en main aux agriculteurs dans ces pays pour que ce soit aussi bien en amont, en aval, créer quasiment des filières de bout en bout, si j'ai bien compris. Alors après, comment on apporte des produits, on essaye de fédérer autour de solutions. On a la capacité à effectivement avoir une vision très large et depuis les élevages jusqu'à l'aval. On a conçu aussi des outils de suivi, traçabilité, des applications informatiques de la RFID pour assurer ce suivi-là et se différencier dans un univers européen qui est très compétitif et très concurrentiel et d'apporter quelque chose de différent. Donc on avait une question, je laisse la parole à Coralie. Oui, Coralie Masclé, étudiante en enjeux des productions animales en 5e année. Je voulais revenir sur la question de la Chine et ses exigences sanitaires qui sont quand même très conséquentes. On a toujours le problème de la PPA ou FPA, on l'appelle comme on veut, qui est toujours sous-jacent. Si jamais une crise se développe en France, on sait qu'on aura un très gros problème pour exporter nos viandes françaises en Chine. Malgré les contrats de régionalisation signés, on n'est jamais sûr de savoir si ce sera respecté. Est-ce qu'on aura les mêmes risques pour l'exportation de génétique? Et est-ce que Nucleus met en place des stratégies de sécurisation pour continuer les exports avec la Chine dans une condition de dégradation des sanitaires du pays? Alors, quand nous exportons, le premier élément, c'est le certificat sanitaire. Donc, le certificat sanitaire définit le statut sanitaire de la France, définit le statut sanitaire des élevages d'origine et définit le statut sanitaire des animaux individuellement. C'est l'un des pays où le coût sanitaire à l'animal est le plus important dans un fonctionnement où malheureusement, il n'y a aucune confiance entre eux et nous. C'est-à-dire que ça permet de situer le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Chinois, de toute façon, n'a pas confiance dans ce qu'on lui présente. Ils n'ont pas confiance entre eux, et avec nous, encore moins. Et je prendrai juste un exemple, si j'ai encore le temps, c'est que moi, j'ai connu, et au début, on a exporté en Chine, et ils nous ont trouvé de la peste porcine classique, entre guillemets, dans la quarantaine de réceptions. Par chance, entre guillemets, c'était la peste porcine classique. Donc il a fallu faire intervenir le ministère de l'Agriculture, différentes personnes pour invalider, entre guillemets, ce premier état de fait. Bon, ils se sont trompés, ils s'étaient tellement engagés qu'on n'avait pas le choix. Mais on a quand même réussi à faire sortir les animaux de quarantaine. Aujourd'hui, effectivement, si la PPA rentre sur le territoire français, les certificats sanitaires ne permettent plus, du jour au lendemain, d'exporter sur la Chine, à exporter des animaux, exporter de la viande. Les Chinois ont signé des contrats de régionalisation avec la France. Bon, je ne connais pas obligatoirement la manière dont ça pourrait s'appliquer demain, mais ça sera un rapport de force terrible avec eux, en sachant que eux se mettront dans une position d'une exigence supplémentaire, au-delà des contrats de régionalisation. Donc nous avons travaillé sur de la compartimentation, compartimenter une filière génétique. On verra si on aboutit, mais la compartimentation, elle va au-delà de la régionalisation et elle implique que le gouvernement français, d'abord le gouvernement français, reconnaisse cette compartimentation. Aujourd'hui, aucune compartimentation n'est reconnue, ni en porc, ni en volaille, ni en quelconque espèce.
Et dans le monde, il y a trois ou quatre compartiments. Un en Afrique du Sud, un autre en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est rien du tout. Donc, quelque part, on croit davantage, de par ce fait-là, à la régionalisation. Mais la régionalisation, c'est clairement se soumettre aux envies comme aux exigences des Chinois. Bon, concrètement, on a connu ça déjà par le passé par rapport à la grippe aviaire ou différents éléments. C'est concrètement, ça sera plus difficile parce qu'une nouvelle négociation s'établira pour établir un nouveau certificat sanitaire. Et à partir de là, ben, nous verrons ce à quoi ça permettra d'aboutir. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, pas d'autres questions. Je crois qu'on a fini sur notre demi-heure de présentation. Je vous remercie, Monsieur Gourmelon. Si je me permets, juste oui. Comme mon petit message. Je suis diplômé comme vous, mais de feu ISAB, mais grosso modo sur les mêmes formations que vous. Il y a des opportunités extraordinaires pour qui veut faire de l'export. Il y a des opportunités de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles cultures, de se former et d'apprendre de nouveaux métiers. Je souhaiterais à l'avenir recruter des anciens de Unilassal Beauvais. Et faut-il encore qu'ils soient candidats. Bon, donc c'est quelque part quelque chose que je vous transmets. Je pense aussi que vouloir faire de l'export, c'est être très souple. Et je vais donner un exemple. Moi, si j'ai encore 2 minutes, étant jeune ingénieur à Nucleus, j'étais en Espagne, j'ai rencontré le premier groupe intégrateur espagnol, Valcompagnes. Je faisais de la prospection avec mon sac, avec mon sourire, avec ma volonté, et j'ai contacté le gérant de Valcompagnes, qui quelque part, dans les années 2000, la génétique française, la production porcine française était attractive, et donc quelque part m'a fait confiance. M'a fait confiance en disant à son directeur de production, dans 10 jours, tu es en France. Tu prends l'avion, dans 10 jours, tu es en France. Nous avons exporté en Espagne. Nous avons eu sur la première livraison, et je m'y attendais, des questions, mais j'ai rendu la monnaie de la pièce. C'est-à-dire, eux me disent, il y a un problème, et moi j'ai dit, dans lundi prochain, je serai chez vous à l'élevage dans les Pyrénées, du côté espagnol. Donc ça veut dire que ça suppose aussi de la volonté, volonté de s'adapter, volonté d'être présent et de la disponibilité. C'est aussi ça l'export. Ça veut dire que c'est concrètement, il y a quelques week-ends qu'on passe à l'étranger, il y a quelques décalage horaire, quelques nuits dans l'avion, si on veut aller en Asie, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est-à-dire que ça permet de découvrir de nouveaux pays, d'allier aussi la découverte de nouvelles cultures. C'est-à-dire que parfois, pour vendre, on a le plaisir de monter sur un éléphant en Thaïlande et de faire un tour dans l'ancienne cité impériale de Thaïlande. Et si on est capable d'allier ça, c'est-à-dire une culture d'ouverture, une volonté et quelque part un minimum en anglais, le monde s'ouvre à vous, le monde s'ouvre aux jeunes, à condition que vous souhaitiez le faire. Et donc, moi, ce que je peux, ceux qui sont intéressés, c'est n'hésitez pas à me contacter. Le jeu en vaut la chandelle. C'est pas obligatoirement pour toute la carrière, mais vous avez l'opportunité, par votre formation, de faire des choses qui sont assez extraordinaires. Donc, profitez-en. Donc, merci à vous pour votre attention. Pour moi, ça a été un plaisir, bien que je ne vous voyez pas. J'ai vu monsieur, votre collègue, à l'écran, mais
Pour moi, ça a été un plaisir et donc au plaisir pour ceux qui le souhaitent d'échanger avec vous et vous avez mes coordonnées via Unilassal. Merci à vous. Bon après-midi et bonne présentation. Merci beaucoup. Je pense que c'est un plaisir partagé dans l'Assemblée. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements là au moment où je parlais. Mais oui, je pense que votre message est bien passé auprès de tous les étudiants qui sont là. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et merci pour votre temps. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc on va peut-être pouvoir enchaîner sur une partie plus bovine avec messieurs Olivier Rambert et Chéri Brussard. Si vous voulez bien venir me rejoindre. Donc nous allons pouvoir continuer notre échange un petit peu plus sur la filière bovine, que ce soit bovin lait ou bovin viande. Ce que j'ai envie de commencer, c'est de vous remercier d'être là aujourd'hui, dans un premier temps, et de vous inviter aussi à vous présenter. Donc comme Jacques l'a fait tout à l'heure, votre parcours scolaire, si je puis dire, puis professionnel, et aussi votre entreprise, ses activités, et ce que vous faites actuellement. Qui commence? Merci de me laisser la parole en premier. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être là. Ravi, vraiment, parce que ça fait 15 ans que je ne suis pas venu et que les choses ont bien changé. Donc voilà, j'avais en tête cet amphithéâtre avec de bons comme de moins bons souvenirs. Par contre, je n'avais pas le souvenir d'être venu jusqu'ici. Je ne devais sans doute pas faire partie des exemples de la classe. Mais voilà, donc c'est un plaisir d'être là. Et merci encore une fois à vous, les étudiants. À Clément et à Lucas pour ceux dont j'ai retenu le prénom de m'avoir convié ici. Donc je m'appelle Olivier Rambert, j'ai 40 ans, je suis diplômé alors de feu l'ISAB aussi, mais je me retrouve complètement dans les valeurs de la salle Beauvais aujourd'hui et j'ai eu l'occasion de féliciter Philippe Choquet pour le travail, son travail et celui de son équipe aussi, d'avoir bâti ce qu'est la salle Beauvais aujourd'hui. Et je suis extrêmement fier de faire partie de cette grande famille et de ce réseau. Donc voilà, diplômé en 2007, donc avec l'expérience des Ovalis, dont j'étais président, plein de choses qui perdurent aujourd'hui, et ça c'est cool. Donc diplômé 2007, alors après j'ai voulu continuer un peu les études. J'étais finalement un élève assez passable, mais j'ai pris goût aux études au fur et à mesure. Bon, il y en a qui se tardent de terminer, moi j'ai pris goût vers 20 ans, je pense. Et donc j'ai voulu faire un master en expertise agricole, en droit rural. Je voulais faire expert agricole et foncier. M'installer sur la ferme familiale de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, bon, les choses ne se sont pas forcément passées comme je l'aurais souhaité. Mon frère a repris l'exploitation après Purpan, lui. Et puis, bon, voilà, j'ai eu mon master et je suis resté à faire de l'expertise immobilière à Paris, puisqu'on a très peu de fonciers, comme vous le savez, à Paris. Et finalement, après un zona et 17 de tension de 3 années vécues à Paris, je me suis dit qu'il fallait vite que je redescende en province. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et en fils d'éleveur, un petit-fils d'éleveur et en arrière-petit-fils d'éleveur bovin, charolais, ayant vécu un peu à l'étranger, avant de venir à Beauvais, maîtrisant l'anglais, j'ai discuté avec un confrère qui vendait aussi des semences de taureaux. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu fais, je pense que c'est quelque chose qui peut me correspondre. J'ai envie de me tenter dans ce secteur-là. Et voilà, si tu as écho de quelque chose, j'en ai ras-le-bol de Paris. Et j'ai envie de partir, j'ai envie de prendre l'air. Je ne vois pas les saisons passer. Et voilà, bon, oui, je pense qu'il faut y être né pour s'y plaire, mais voilà, ce n'était pas mon cas. Et donc, j'arrive en 2009-2010 en Limousin, à Limoges, où assez rapidement, en fait, je prends la direction d'une coopérative commerciale, qui est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Intalim Génétique Service,
qui est donc un statut juridique d'union de coopérative. Je ne vais pas vous faire de topo là-dessus. Rappelez-vous seulement que c'est une coopérative agricole qui est en fait l'outil commercial officiel, ou on va dire privilégié, du hardbook Limousin. Voilà. Donc on est basé au pôle de l'Anneau. Ça, pour le coup, je vous invite à passer. C'est juste en dessous de Limoges, sur l'autoroute A20. On a une très belle structure, des très beaux bureaux dessinés par Jean Lassalle. Et c'est un autre cadre de travail que le périphérique parisien. Voilà, ça Donc du coup, je reprends le moral et en 2009, rapidement, je m'attelle à notre activité qui n'a pas forcément beaucoup évolué depuis, qui est celle de vendre donc du matériel génétique de race bovine viande limousine, comme vous le savez. Et donc 10 ans après, je suis toujours directeur commercial. On a une équipe, j'ai une équipe de 4 personnes, plus un réseau non pas de distributeurs, mais en fait d'apporteurs. Ce sont des coopératives adhérentes à Interlim qui m'informent d'une disponibilité en bétail. Voilà, donc notre métier, c'est ça, c'est de vendre du matériel génétique, principalement du bétail reproducteur. On n'est pas là pour vendre des animaux destinés à l'engraissement ou à la viande. On est là pour vendre des animaux reproducteurs. Ça, c'est le cœur de notre métier. Toute catégorie, de tous âges, principalement à l'exportation, et c'est pour ça que je suis là pour en parler. Et on a une activité aussi croissante depuis 7-8 ans, qui est celle de vendre des doses, des semences de taureaux, sur un segment de marché qui est celui des qualités maternelles. Voilà, ce sont les taureaux qui sont là pour améliorer un troupeau. Voilà, on garde du renouvellement de ces taureaux-là. Ce ne sont pas des taureaux de croisement terminal. Et on a une activité tout à fait minime de vente d'embryons aussi. Voilà, tout ça se complète. Voilà un petit peu avant qu'on rentre dans le détail. Je pense, je vais laisser la parole sans doute à Géry pour qu'il se présente. Et puis on peut peut-être jongler comme ça, non ? Bon, moi aussi, je suis ravi d'être ici de nouveau. Mais je reviens plus fréquemment qu'Olivier. J'interviens de temps à autre en seconde année et je fais des présentations sur les filières de production animale au niveau international. Donc Géry Brussard, de la même promotion que Jacques Gourmelon, la 131e, et donc la même que Valérie Leroux, votre directrice générale adjointe. Et donc ch'ti d'origine. Après être sorti en 1992, voilà, c'était le siècle dernier. À l'époque, on devait faire l'armée, donc j'ai fait les pompiers de Paris. Et le premier métier que j'ai pris, c'est un ancien qui m'avait dit, mais avec les galas, les soirées que tu as animées, tout ça, tu devrais faire commercial. En fait, à l'époque, alors aujourd'hui, il y a plein de spécialisations. Mais nous, à l'époque, il n'y avait pas, marketing, vente et autres, c'était hors des clous. Et donc, je dis, allez, bingo, pourquoi pas. Et mon premier métier était de vendre chez Sicaville de la viande en grande surface, ce qui en soi était une école de commerce extrêmement formatrice. 95, j'ai quitté donc Orléans Viande pour rentrer dans un groupe allemand qui s'appelle BASF, la Badische Anilin und Soda Fabrik. Où j'ai commencé commercial, ingénieur technico-commercial, puis je suis devenu directeur commercial de la France dans le domaine des additifs pour la nutrition animale. Et en 2002, à la suite d'une réorganisation européenne, j'ai pris la direction Europe en partant avec mon épouse et mes 2 premiers enfants à Ludwigshafen en Allemagne. Et j'étais parti pour faire quelques années en mode expatriation. Mais bon, la vie des entreprises est ainsi faite que ça ne se passe pas souvent comme c'était prévu initialement. Donc au bout de 2 ans, j'ai travaillé à monter un projet un joint de l'aventure entre BSF et Sanders pour créer ce qui est devenu BSF Nutrition Animale et dont le site de production est implanté à Château-Gontier. Et c'est comme ça que depuis 2003, j'ai pris la direction de BSF Nutrition Animale et depuis 2003, je vis en Mayenne. Voilà, donc on a continué l'activité de BNA. BNA à la sortie de BSF, BSF Nutrition Animale à la sortie de BSF est devenu BNA. J'ai travaillé à la création de Mix Science, une société aujourd'hui qui, avec Sanders évoluant au sein du groupe Avril, on a développé cette activité-là à compter de 2014 en créant une société qui rapprochait l'activité de BNA dans les prémix et additifs avec la partie scientifique recherche de Sanders.
Et en 2017, j'ai quitté, un peu contraint, je l'avoue, mais j'ai quitté Mix Science pour entrer chez CCPA, pareil, toujours dans le développement international. Pareil, développer l'ensemble de ces activités autour des prémix et la nutrition, beaucoup d'expertise dans ces domaines-là. Donc j'ai un long parcours qui s'est aussi terminé assez rapidement en 2017, mais il faudrait que je passe un peu plus de temps pour vous expliquer tous les détails. Et en gros, à cette époque-là, je m'occupais de croissance, de ce qu'on appelle le M&A, fusion, acquisition, développement d'activités, pour le compte du groupe Avril. C'était Avril et je me mélange, pardon. Et ensuite, c'était donc chez CCPA, j'ai fait la même chose. Et une des activités de CCPA en filiale était liée à la génétique porcine. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un repreneur et à vendre cette activité. Et c'est comme ça que j'ai découvert ou redécouvert l'activité de Gènes Diffusion. Quand je redis redécouvert, c'est que mes parents étaient agriculteurs dans le Pas-de-Calais, clients de Gènes Diffusion, inséminateur. Voilà, après tout cet univers et ce parcours dans les additifs, la chimie, la nutrition animale, j'ai pris un virage en évoluant vers la génétique. Voilà, je me rappelle toujours l'anecdote, Claude Grenier, le directeur actuel de Gènes Diffusion, me disait mais que fais-tu après avoir quitté CCPA, pourquoi tu viens pas chez nous? Je dis mais j'y connais strictement rien à la génétique. Il dit ça tombe bien, viens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est en fait d'avoir l'ouverture, la culture sur le développement international et les différentes activités liées à cette activité d'export. Donc depuis 2018, j'ai donc un bureau, je suis à Douai dans le Nord, au siège de Gènes Diffusion. On a un bureau d'activité à Rennes aussi, donc j'ai un pied-à-terre là-bas. Sinon, je m'occupe du développement international des activités du groupe Gènes Diffusion. Donc, comme Interlim, Gènes Diffusion est une coopérative, qu'un ancien historique, un ancien de Beauvais qui s'appelle François Desmond, au sortir de son stage en 1976 de petite coopérative régionale, en a fait un leader national français, avec un concurrent qui s'appelle Evolution sur le marché français. Donc les métiers de Gènes Diffusion historique, c'est de la création génétique bovine sur les schémas Holstein et Charolais. On travaille également en alliance avec la coopérative Origène pour les schémas de la race normande. Donc c'est un premier pilier d'activité où le travail consiste à, selon les cahiers des charges définis par les éleveurs, quelles sont leurs attentes, de créer de la génétique qui va servir au renouvellement de leur cheptel pour les races que j'ai citées. Cette division bovine, en gros, moi, mon activité, c'est à l'export, d'exporter les productions de semences bovines. On est un peu dans les embryons, pas du tout dans les animaux vivants. À côté de ça, il y a un deuxième pilier d'activité du groupe Gènes Diffusion qui est sur l'insémination artificielle porcine. Avec, alors non pas, contrairement à ce qu'expliquait Jacques précédemment, où le groupe Nucleus comme Axiom font de la création génétique porcine, Gènes Diffusion est un étage en dessous à la production de semences. C'est-à-dire qu'on a des verrateries et on collecte la semence pour la diffuser au niveau des éleveurs en France, en Pologne et aux États-Unis. Voilà ce métier qu'on effectue. Excuse-moi de diverger toujours, mais un point que j'ai relevé dans la communication, dans le message de Jacques, c'est que les coopératives cherchent à créer de la valeur pour abaisser le coût de création auprès de leurs adhérents. Et de cette expertise porcine de production, Gènes Diffusion a développé un métier, comme la Coperle et Nucleus ont développé un métier de service, pour aller capter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui ont une vocation purement locale. Vous êtes obligé de faire un service de proximité à vos éleveurs, et ce métier ne s'exporte pas si vous n'avez pas la structure disponible auprès des éleveurs du Vietnam ou de la Chine ou des États-Unis, vous n'êtes pas crédible. Donc, la diversification trouvée dans l'activité porcine, c'est du matériel d'insémination artificielle, des milieux de culture qui permettent aux spermatozoïdes de vivre
pendant une dizaine de jours, parce que contrairement au bovin, le porc sain ne se vend pas en congelé parce que les taux de fécondité baissent énormément. C'est un métier de proximité. Deuxième activité, donc porcine. Et la troisième activité vient de démarrer, concerne les biotechnologies. Depuis 20 ans, le groupe Gène Diffusion a investi avec l'Institut Pasteur de Lille sur une plateforme de séquençage et une plateforme de génomique et de métagénomique. Toute la R&D qui va sur l'humain est à destination du groupe, de Pasteur, de l'Institut Pasteur, et tout ce qui concerne l'animal va pour Gène Diffusion. Donc voilà, je m'occupe de développement de ces 3 pans d'activité, beaucoup de flexibilité, mais voilà, donc je peux parler de bovin, un petit peu de porc et de métagénomique. Voilà. Parfait. Vous en avez parlé un petit peu sur l'activité porc de Gène Diffusion, mais quels sont les pays avec lesquels vous travaillez principalement, que ce soit pour Interlim ou Gène Diffusion? Alors, j'ai coutume de dire que nous sommes des épiciers par la diversité des produits qu'on commercialise, de la génisse de l'année, reproductrice, encore une fois, au taureau adulte ou à la vache gestante ou suitée, et aussi par la diversité de destinations. Tout ça sur un effectif finalement assez ridicule. On doit commercialiser entre 1500 et 2000 têtes d'animaux par an. Néanmoins, on passe beaucoup de temps. Un client passe beaucoup de temps à choisir le taureau qui est censé améliorer son troupeau, à choisir le lot de génisse de l'année qui va venir créer son troupeau ou améliorer le troupeau existant ou le grossir. Donc on passe beaucoup de temps et nous on travaille sur, on va dire au global, une quarantaine de pays. Donc les semences aujourd'hui nous ouvrent des destinations vers lesquelles nous n'avions pas accès. Le matériel congelé, cryogénéisé étant plus fiable et plus sain qu'un animal vivant. Encore une fois, petite parenthèse là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus compliqué que d'exporter des animaux vivants. Voilà, on parle de bien-être animal, mais on parle d'un sanitaire plus ou moins instable, avec des contraintes et évidemment des certificats sanitaires qu'il faut valider de manière bilatérale d'un pays, entre pays. Il n'y a rien de... Alors, l'Europe a à peu près homogénéisé ça, mais il y a encore des... Chaque pays est souverain et peut décider de Si tu me permets juste un commentaire sur ce sujet, le sanitaire est souvent aussi une barrière douanière. C'est-à-dire que des pays, sous couvert d'approche sanitaire, refusent ou sélectionnent ou protègent leur agriculture ou leur métier avec des contraintes sanitaires fortes. J'ai un exemple sur les semences. Il y a une maladie qui est apparue en 2011 en Allemagne, un village qui s'appelait Schmallenberg. Et en fait, cette contamination Schmallenberg, aujourd'hui, c'est clairement un frein dès lors qu'un animal est contaminé pour le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Chine. Et en fait, pour eux, c'est aussi une façon de baisser la concurrence de leur propre génétique. Et du protectionnisme. On fait du protectionnisme. Alors, ce que tu dis est tout à fait vrai. Voilà, notre métier, c'est de commercialiser, mais c'est aussi de se battre en permanence auprès de nos instances politiques du ministère de l'Agriculture pour aller négocier des certificats qui sont un peu compliqués. L'exemple du Schmallenberg est tout à fait juste. Nous étions en Argentine il y a 15 jours de ça, invités dans le cadre d'une coopération régionale, on va dire. Et l'une des thématiques était d'essayer de faciliter ou d'ouvrir ce certificat sanitaire semence qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à cause d'une exigence liée au Schmallenberg et d'une sérologie qui se doit d'être négative, alors que 95% de nos taureaux sont séropositifs sans comporter le moindre danger aucun. Donc voilà, donc juste pour revenir aux destinations, on travaille sur 40 pays, on travaille en routine sur une vingtaine de pays, mais on est en capacité de travailler sur 40. Voilà. On travaille en animaux vivants, principalement sur les pays d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Lituanie, un petit peu plus au nord, la République tchèque, la Slovaquie, et puis on travaille aussi beaucoup sur l'Espagne et sur l'Italie. Voilà, toute catégorie d'animaux. Voilà. Donc on se promène toute une année, et je rejoins complètement ce que disait M. Gourbelon, voilà, qui m'a... Je ne pourrais pas être plus juste que ce qu'il a dit parce que vraiment c'est exactement les mots justes. Voilà, cette ouverture d'esprit,
Il faut aller à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre les langues. J'aimais ça, sans doute un peu plus que les maths. Mais voilà, donc aujourd'hui, couramment, on parle l'anglais, l'espagnol, l'italien toute une semaine. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très enrichissant, humainement parlant, de se déplacer. Alors, on n'a pas les mêmes destinations. C'est sans doute un petit peu moins exotique, quoique. Mais voilà, on est tout le temps en déplacement pour aller prospecter. On a quelques petits réseaux de distribution, mais aucunement on ne délocalise notre production de limousine. Nous, toute la génétique est produite en France et exportée. Et ce, depuis les années 1870, où les premiers animaux ont été exportés, 1890, on va dire après la création du herdbook limousin, ont été exportés en Argentine. Et depuis toutes ces années, voilà, la race est exportée et les clients reviennent à la source chercher de la génétique nouvelle, meilleure. Voilà, ce qui est une véritable preuve que notre système d'amélioration génétique est efficace. Donc en termes d'activité, je propose qu'on reste que sur le bovin, parce que sinon, si je dis un mot sur le porc, on va retrouver la même thématique sur la Chine. Peut-être en préambule, là on parle d'export, mais l'export a différentes dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'appelle l'export et l'international. C'est-à-dire que Nucleus a développé son activité internationale en venant s'implanter dans un pays. Donc, c'est pas la même chose. Avec de la croissance sur place, c'est ça? C'est une croissance d'activité, une implantation d'activité. Et en général, le choix ou la décision de dire je m'implante dans un pays relève d'abord d'une réflexion assez longue pour être sûr que le modèle économique qu'on va envisager pour la filiale correspond et va bien s'adapter, s'implanter dans le pays. C'est un processus un peu plus long terme. Voilà. Et aujourd'hui, sur l'activité porcine, en fait, je suis arrivé chez Gène Diffusion en vendant la filiale brésilienne de ce qui est devenu GenPro Brésil pour le groupe Gène Diffusion. On a une activité GenPro, donc dans le matériel d'insémination artificielle porcin, on a une filiale qui est à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis. C'est là qu'on vient d'investir dans un nouveau site de production de ces semen extenders, les milieux de culture. Et je travaille en ce moment à l'ouverture d'une filiale sur la Chine. Bon, avec la politique zéro Covid en ce moment, vous pouvez imaginer à quel point c'est un peu compliqué. Voilà, donc je referme la parenthèse porcine. Donc sur le bovin, donc nous ne faisons que des semences congelées et des embryons. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 75 distributeurs dans plus de 60 pays. En fait, c'est en priorité. Alors, on a quelques filiales aussi que je suis en train de construire avec les collègues au niveau du Brésil. On a une filiale en Allemagne. Donc, l'intérêt d'avoir une filiale, c'est d'être en toute confiance et en transparence avec le marché final. Parce que dès lors que vous vous adressez à un distributeur, vous avez un mur qui peut se dresser entre vous et les besoins du client final. Donc il y a des pays pour lesquels les distributeurs n'ont qu'une seule optique, c'est de vous acheter, de comprendre la valeur, de vous acheter le produit au moins cher possible, et après de eux tirer la meilleure valeur dans leur propre intérêt. Donc ça, en général, ça marche un temps, parce qu'il faut bien démarrer pour mettre un pied dans le pays et développer et capter de la valeur. Et avec le temps, l'objectif, c'est vraiment de répéter les visites, d'aller participer au salon et de nouer des contacts et de comprendre effectivement, est-ce que le cheval sur lequel j'ai misé est bien le bon, et est-ce que demain, je n'ai pas plutôt intérêt à aller vers de la valeur ajoutée. La réalité, et ça a été vraiment très explicitement exprimé par Jacques précédemment, c'est que voilà, le marché français est un marché plus que mature. Quel que soit le secteur d'activité, on est arrivé au bout de notre croissance. La croissance des productions animales s'est faite jusque dans les années 90-95. Et le premier coup de grâce a été porté par les Allemands qui, eux, ont pris le relais alors qu'ils étaient clients importateurs nets de l'agriculture bretonne et tout secteur d'activité compris. En fait, l'ouverture et la reprise de l'Allemagne de l'Est leur a permis à de dire voilà, je professionnalise des structures qui étaient sous format kolkhoz, et eux ont eu tout l'espace libre de l'Europe de l'Est pour développer leurs activités. C'est pour ça qu'on retrouve même dans nos secteurs agricoles beaucoup d'entreprises allemandes qui sont costauds et qui ont une taille supérieure à notre marché qui était resté un peu restreint, quoi. Donc c'est 75 distributeurs, un peu plus de 60 pays, et dont le profil, ce sont des entreprises de commercialisation
pour lesquels on essaye d'apporter un peu de services, d'appui technique qui permettent de valoriser le travail de création génétique qui a été fait par la coopérative. Mais sinon, c'est souvent des discussions commerciales. Et voilà, je ne voudrais pas trop vous ennuyer avec les problématiques sanitaires et autres, parce qu'après, on va se dire, mon Dieu, c'est compliqué l'export. Non, j'aimerais plus qu'on parle du positif et des enjeux et de l'épanouissement personnel et professionnel qu'on peut avoir à partir. Et sincèrement, si vous êtes curieux de nature, vraiment, l'export est une aventure à tenter. Moi, je me permets de rebondir. J'ai des inquiétudes permanentes. On parlait du sanitaire, on ne va pas y revenir. On a connu la vache folle, on a connu la fièvre afteuse, on a connu la fièvre catarrhale récemment, le Schmallenberg, voilà. Donc ça, on navigue un peu entre ça. Le bien-être animal est une question permanente. C'est-à-dire que notre objectif, bien plus que qui que ce soit d'autre dans le secteur, est d'amener les animaux reproducteurs à destination dans un état parfait pour que ces derniers se reproduisent et entraîne un cheptel pérenne. Donc la législation fera bien ce qu'elle voudra, on se battra, on montrera que en fait, tout est fait pour que les animaux voyagent le mieux possible. Nos camions sont paillés, on respecte exactement la densité d'animaux prévue par la loi, donc tout ça c'est contrôlé, c'est archi-contrôlé, c'est lourd. Mais vraiment, c'est ma préoccupation que nos animaux voyagent. Alors on expédie principalement par camion. On l'a fait par avion aussi, tout se passe très bien. Voilà, tout ça est inspecté, surveillé. Mais voilà, c'est notre cœur de métier, quoi. Encore une fois, nos animaux sont destinés à durer, à s'adapter dans le pays à destination. Donc voilà, encore une fois, j'invite les gens qui peuvent en douter à venir voir ce qu'on fait. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, quoi. Et voilà. Donc voilà, on verra, on se battra pour l'instant, c'est que des bruits de couloir, mais voilà, sur une circulation européenne, je ne suis pas forcément inquiet à moyen terme. La réglementation est universelle pour tout le monde, parce qu'on est sous le chapeau européen et tout le monde subit les mêmes règles européennes. Après, je peux vous citer plein d'anecdotes pour lesquelles il y a la directive et il y a l'interprétation et la traduction de la directive. Et en France, nous avons, Jacques l'a abordé brièvement, des ayatollahs de la transcription. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je pense que les clients à l'étranger, que ce soit des animaux, des produits en termes sanitaires, peuvent acheter à l'aveugle. Rien ne passe, rien ne filtre et rien n'est impossible. Récemment, j'ai eu des gens d'Ouzbékistan, Kazakhstan, sur des pays comme ça, où en fait, ils nous sollicitaient pour avoir des animaux, donc on les a renvoyés vers d'autres, ce qu'on ne sait pas faire. Et dites-vous bien qu'on peut être vraiment scandalisé des conditions de transport et autres, mais ceux qui font le business, c'est rarement les Français. C'est-à-dire que les Néerlandais, les Allemands disent ce que je fais, ne faites pas ce que je dis, bref. Et dans la pratique, il y a une flexibilité. J'ai eu des témoignages de Néerlandais où, en clair, voilà, c'est vous le voulez comment, votre cahier des charges? Bon, ok, c'est bon, c'est parti. Parce qu'en fait, les moyens de contrôle dans ces pays-là sont nuls, inexistants. Et voilà, il y a un business qui est fait. Et malheureusement, même si nous sommes coopératifs, si on défend l'intérêt des éleveurs, dans la philosophie, je ne sais pas si c'est la culture judéo-chrétienne française, mais on est suspicieux par rapport, j'entends, aux institutions, les directions de la service vétérinaire, les DPP. C'est un poids, voilà. C'est un poids un peu pénible, mais voilà, malgré tout, ça fait partie des challenges. Voilà, l'épicerie fine, j'aime bien le mot d'Olivier, parce qu'effectivement, même dans le dossier des semences, le sanitaire est unique. C'est un pays, un centre de production, un taureau, un éjaculat. Il faut que, pour chacun de ces niveaux,
que ça rentre dans les cases, parce qu'il est possible que des éjaculés produits par le même taureau dans le même centre ne passent pas, parce que, parce que vous comprenez, ça a été écrit comme ça, monsieur. Voilà. On leur demande de mettre un peu de jus de cerveau pour comprendre. En fait, la réalité, c'est d'apprécier un risque réel. Sauf que le risque, non, c'est la lecture littéraire. Oui, mais c'est formulé comme ça. Voilà. Et là, on atteint les limites du calme avec l'administration. Voilà. Une autre question, Coralie? Tu as peut-être un mémoire ou un travail à rendre là-dessus, c'est ça, non? Pour vous, Monsieur Broussard, vous avez évoqué évolution et on sait qu'il y a un rapprochement, voire même un partenariat maintenant avec Viking. Est-ce que pour vous, non, il y a eu un... Oui, vous pouvez expliquer, on a entendu parler de certaines choses. Est-ce que Gênes Diffusion aurait pour projet de travailler à l'international comme ça, avec certaines entreprises pour, Je ne peux pas vous révéler mon plan stratégique, mais c'est mon boulot. C'est sûr, mais est-ce que c'est l'avenir de certaines entreprises de se lier avec d'autres entreprises étrangères pour avoir une pénétration des marchés plus intéressante au vu des connaissances des marchés des entreprises qui sont déjà présentes sur ces marchés? Alors, là, on peut rentrer dans une démarche stratégique. Pour rentrer dans un pays, il y a que 3 options. Soit j'achète, j'investis, je continue, soit ma position n'est pas bonne, donc je me retire, ou soit je me marie, je fais une alliance. Voilà les 3 alternatives sur une approche stratégique. Donc, quand je dis tout à l'heure pour évolution, Viking est sorti de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y avait 3 entreprises, Masterint, Viking et Evolution. Donc, c'est un concurrent, certes, mais j'applaudis des 2 mains. Parce qu'effectivement, on n'aura pas assez de temps, mais voilà, l'expérience export ou le développement international vous permet de mesurer l'échelle réelle dans laquelle nous vivons. Et quand j'interviens à Beauvais, je fais volontairement une présentation sur les filières de production animale à l'international, les enjeux stratégiques, parce que en fait, on a l'impression d'avoir un grand groupe. Enfin, Cooper, Jacques explique, oui, c'est 2 grands groupes. Mais regardez Cooper et Agrial, qui sont les actionnaires de Nucleus, nous sommes des nains. Nous sommes petits à l'échelle des opérateurs internationaux. Qu'est-ce que je suis, moi? Non, mais désolé, Olivier, mais il faut regarder les échelles, les enjeux. Et après, je vais rentrer dans des discours philosophiques, métaphysiques, sur demain, qui doit contrôler la nourriture et qui doit vous alimenter. Je peux en parler 3 heures, c'est Walmart qui rachète Carrefour, Walmart arrive avec tous ses fournisseurs, et en fait, toute l'agriculture française est fichue. C'est InVivo qui brade Neovia à ADM, avec Cargill et ADM qui viennent mettre un pied dans le contrôle de l'agriculture française. Donc oui, il y a une notion de taille critique. Néanmoins, selon les domaines d'activité, dans mon ancien univers de l'additif pour la nutrition animale, le ticket d'entrée pour rentrer jouer dans un secteur d'activité était de l'ordre de 500 millions d'euros. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer producteur d'additifs dans les vitamines, pour acheter une usine, il faut mettre 500 millions d'euros sur la table. Donc les nouveaux entrants dans ces secteurs d'activité sont nuls. Là, dans mon secteur d'activité, dans celui d'Olivier, voilà, c'est 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, vous rentrez dans le jeu. Donc ça veut dire qu'on est sur un secteur qui a du mal à créer de la valeur parce que, en fait, cette génétique, elle est disponible partout. Il vend un très bon taureau, il y a une descendance, un accouplement, et bien l'éleveur qui récupère le taureau peut venir concurrencer son fournisseur. C'est tout le métier ingrat. Donc, il y a la course à l'échalote ou la course à la taille, elle est pertinente. Il faut comprendre quels sont les enjeux. Oui, c'est intéressant de devenir un acteur européen, de devenir un acteur mondial, parce qu'en fait, pour rester indépendant, je dois garder mes critères d'innovation. Et les critères d'innovation actuels dans la création génétique sont au niveau de la génomique. Donc le séquençage, la capacité de prédire. Et aujourd'hui, une des forces, grâce à la génomique, et c'est tout récent, la mise en place de... En fait, pour faire simple, avant 2010, vous deviez attendre 6 ans avant d'identifier qu'un taureau soit un très bon reproducteur. Le taureau produit du sperme qui fait avec une génisse une vache, une génisse. Cette génisse elle-même doit faire un veau pour faire une lactation. Et à l'issue de cette lactation, vous étiez sûr qu'effectivement, le taureau que vous avez sélectionné 6 ans auparavant était un crack.
Là, on a gagné du temps. La métagénomique, le fait d'être capable d'identifier la séquence d'ADN avec le phénotype exprimé, vous permet au bout d'un mois, le veau vient de naître, et en prélevant l'ADN, en le génotypant, eh bien vous savez tout de suite noter, qualifier, indexer un taureau. Donc, et ça nécessite des moyens, de la recherche. Et aujourd'hui, si vous aviez suivi ma présentation sur les filières génétiques internationales, vous verriez que avec ce nerf de la guerre, la volaille mondiale, il n'y a plus que 2 sélectionneurs mondiaux. En porc, il y en a 4 ou 5. Et en bovin, il en reste beaucoup plus grâce à la culture des coopératives. Mais on a un Big Five qui se dégage, dont on parle encore de la consolidation de 2 opérateurs. Et ces opérateurs-là sont tous américains, canadiens, néerlandais ou anglais, aucun français. Donc oui, je serais pour l'émergence d'un opérateur européen, bien sûr. Mais après, vous rentrez dans le marigot politique français et bienvenue dans les querelles de clochers de basse-cour. Merci pour cet éclairage. C'est vrai que c'est un sujet assez important et on n'en parle pas souvent de ces rapprochements et votre vision était très intéressante. Merci. Moi, je me permets de rebondir sur des sujets un peu plus joyeux. Tout à l'heure, vous parliez éventuellement de salon. Comment concrètement vous contactez vos clients, vous les démarchez, vous travaillez votre relation? Est-ce que ça passe justement par des salons professionnels à l'international, du réseau, je pense beaucoup? Je vous laisse nous en dire un peu plus. Alors, j'ai envie de dire qu'on est sur un métier de véritable proximité. Chez Interlim, on travaille avec les éleveurs à la base, nos apporteurs de génétique, et on travaille avec le client bien souvent final. Donc on se promène en ferme toute l'année, voilà, on étudie la génétique, on apprend à apprécier la morphologie des animaux. Et puis après, on a fait notre popote. On a la chance d'exister depuis une trentaine d'années maintenant, donc voilà, tout ne nous tombe pas cuit dans le bec, évidemment, il faut prospecter partout, il faut faire des salons français, on parle du SPACE à table, mais encore plus du sommet de l'élevage et du CGA à Paris, et puis on fait des salons à l'international toute l'année, et après, il y a toute une valse de visites chez tous nos clients européens, et au-delà de services après-vente, et puis de prospection, de concours de bétail et de stands sur des manifs comme j'allais dire Agritechnica Eurotir, qui avait lieu la semaine dernière. Voilà. Donc on est en vadrouille toute l'année, voilà, parce qu'il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. On est sur un marché un peu compliqué. Voilà, et il faut toujours aller solliciter ce client, même si on existe depuis 30 ans et qu'on a une réputation, il faut toujours l'entretenir. Voilà notre fonctionnement quotidien. Alors, il y a effectivement beaucoup de salons, des salons professionnels. Alors, dans les métiers de la génétique, il y a un rayonnement possible des intervenants. En fait, ça dépend du coût du billet d'avion, de la velléité de se déplacer. Dans l'univers précédent, on avait des salons, on va dire, à vocation régionale, mais je veux dire régionale à l'échelle de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe. Donc il y avait 3 gros salons à faire et on faisait le tour du monde. Dans l'univers de la génétique, j'ai fait ces salons. Donc j'ai fait le Vive à Bangkok, j'ai fait Eurotir, World Dairy Expo à Madison. Donc ça, ce sont des événements où, en gros, c'est comme le SPACE, mais en plus gros. J'étais semaine dernière aussi à Eurotir. En fait, ces salons sont importants pour exposer et rencontrer et chercher. Enfin, il faut avoir des messages et une stratégie claire. C'est We Look for Distributors. Et là, en fait, on va au gré des opportunités, des qualités de contact. Ensuite, il y a des pays pour lesquels on ne trouve pas. Donc, il existe des structures de Business France, notre Team France Export, avec une structure qui est vraiment au service des entreprises françaises, avec des présences dans les ambassades des pays. Et il y a des possibilités d'organiser des rencontres, des voyages d'études pour aller dire, voilà, écoutez, je ne suis pas présent, je ne sais pas, moi, sur la Thaïlande, le Pérou, voilà. Et en fait, par le biais de ces organismes, on leur dit, on définit un peu le besoin et on peut mener une mission export qui nous permet de déployer des contacts avec des utilisateurs ou trouver d'autres distributeurs.
Autre point qui aussi arrive dans l'ère du temps, c'est les sites internet. Malgré tout, un site internet construit en anglais, si on peut faire toutes les langues entre le portugais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, et voilà. Donc tout ça, c'est forcément utile. Et on a aussi des contacts de curieux qui viennent. Alors après, généralement, il faut prendre un peu de temps et de méfiance, que les curieux qui viennent, c'est pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Ça veut dire que c'est pas forcément toujours le bon client rêvé qui tombe tout cuit, mais ça nécessite plusieurs étapes de validation pour être sûr de travailler avec le bon partenaire. Très bien. Tout à l'heure, M. Gourmelon évoquait le fait j'évoquais avec lui le fait que la Cooperl proposait une multiplicité de services au niveau de l'élevage. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'avoir des clients qui souhaitent et acheter des animaux et éventuellement des aspects de bâtiment, de nutrition? Dans ces cas-là, ça ne rentre pas forcément dans votre domaine de compétences, mais avez-vous plutôt tendance à les aiguiller avec des partenaires, que ce soit de votre réseau personnel ou avec qui vous travaillez régulièrement? Oui, alors complètement, on ne se contente évidemment pas de vendre de la génétique et puis de laisser nos vaches entre les mains de gens finalement peu connaisseurs ou assez amateurs en la matière. On essaie de sécuriser déjà l'atterrissage de nos animaux dans un berceau capable de les élever correctement. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et puis après, voilà, on est là. Mais c'est souvent une démarche amont, quoi. Des tubulaires, des bâtiments d'élevage, de l'alimentation. Voilà, on essaie de sécuriser tout ça. On a un réseau. Ça, encore une fois, on a plein d'anciens de Beauvais qui sont dans ce réseau-là et on a plaisir à se revoir à l'export. Dans l'alimentation, dans le tubulaire, le conseil en génétique, en reproduction, ça, on s'en charge généralement. Mais voilà, c'est un accompagnement après, mais aussi bien avant. Et alors, je vais vous donner l'exemple de la Mongolie. On a exporté il y a quelques années en Mongolie. Voilà, on parle d'une exploitation qui fait 100 000 hectares, donc c'est quelque chose qui n'existe pas à notre échelle française. Voilà, on a eu 4 ans de discussion, 4 ans de travail avec le propriétaire, qui avait donc un bail amphithéotique sur ces 100 000 hectares, dans le nord de la Mongolie, dans le Selenge, je ne sais pas si vous connaissez, proche de la frontière russe, du lac Baïkal, à d'Irkoutsk. Bon, bref, des conditions qui a priori sont un peu compliquées. Donc vraiment, encore une fois, on n'envoie pas les animaux au casse-pipe. Et on veut s'assurer, même si on connaît notre race limousine et qu'elle est bien rustique, que tout ne va pas crever dans les 6 mois à venir, voire même plus tôt. Donc, on a blindé l'alimentation, on a exporté les animaux par avion, avec le surcoût que ça peut occasionner. On y est allé 10 fois, très beau, hein, très très beau, sauf au mois de janvier, mais bon. Mais voilà, et puis après, voilà, un conseil d'alimentation, des fournisseurs d'aliments, des bâtiments aménagés, des râteliers, et ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, la race est parfaitement adaptée sur place. On y envoyait un expert 1 semaine par mois pendant 2 ans. Alain Auguet, ancien éleveur limousin et enseignant au lycée Rigole du Reux, voilà, qui a fait ça à sa retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, on l'a fait aussi en Côte d'Ivoire, on le fait partout, ça. Donc voilà, c'est en ça que notre métier est très riche. On a une diversité de climats offerts à notre race qui s'adaptent, mais voilà, il faut s'assurer quand même que la bouffe, que le parasitisme, que la conduite est optimisée sur place, parce qu'encore une fois, la pérennité du troupeau, la longévité et les performances sont la clé de tout ça si on veut qu'il y ait une continuité et si on ne veut pas passer pour des mauvais. Effectivement, c'est la garantie aussi de voir que le travail génétique paye. C'est-à-dire que si on n'a pas le bon environnement pour exprimer le potentiel génétique, eh bien l'éleveur ne reviendra pas parce qu'il dira regardez, j'ai fait tout ce que comme vous m'avez dit, mais ça ne marche pas. Sauf qu'en réalité, dès lors qu'on a le dos tourné, beaucoup de pays n'ont pas la culture de l'élevage. Enfin, faut pas se tromper, il n'y a pas de. Dès lors qu'une race où c'est pas présent depuis des années et des années, il n'y a pas cette culture ou cette sensibilité. Et voilà, j'ai des cas de figure sur des dossiers export russes, des clients qu'on récupère après, qui ont acheté effectivement des gros lots aux Pays-Bas et autres. Et en fait, à l'arrivée, c'est 25% d'animaux qui crèvent au bas mot, et puis après, c'est 50%. Mais voilà, parce que simplement, il n'y a pas eu
la capacité d'accompagner ou de nourrir correctement avec les fibres les bovins, quoi. Donc forcément, on a besoin d'avoir cet accompagnement technique si on veut bien valoriser nos produits. Donc c'est ce qui fait le charme de l'ingénieur et la capacité de retranscrire, d'avoir en fait, il n'y a pas que du commerce, il y a la pellicule qui va bien avec. Et je pense que les Français, c'est dans nos gènes, on travaille très bien. Sauf qu'on est très mauvais pour le faire savoir qu'on travaille bien. En face de nous, vous avez un rouleau compresseur marketing américain qui a la capacité, en fait, et beaucoup de Russes, de Chinois, de l'Arabie Saoudite, beaucoup sont tombés dans ce modèle-là, parce qu'en fait, notre modèle d'agriculture, d'élevage familial, a peu de pendants similaires dans d'autres pays. C'est-à-dire que la plupart du temps, les modèles de développement agricole se font sur un schéma d'intégration, avec des organisations professionnelles et des énormes structures. Et dès lors que ces gens-là, qui sont des investisseurs financiers, qui veulent monter une intégration, ils vont venir chercher un modèle. Et on a tenté en France de faire une ferme de 1000 vaches, on a réussi à en venir à bout, donc ça c'est bon, on s'est tiré une balle dans le pied, et la France est considérée, ce n'est pas un modèle d'élevage. Et les Américains ont réussi à vendre l'idée, et en fait quand les Américains viennent vous vendre quelque chose, ils vous vendent la totale. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois sont tombés, quelles que soient leurs conditions géographiques locales. C'est ce que je m'évertue à essayer de leur expliquer. Vous voulez la semence, j'ai ce qu'il faut. Vous voulez la nutrition, Cargill vient vous fournir. Le tracteur, c'est John Deere. Monsanto passe par là. Les produits vétérinaires, écoutez, Pfizer, il est là. Et en fait, on fait la totale. Et regardez, ça marche super chez nous. Mais quand on creuse un peu, même chez les Américains, le modèle ultra intensif, ultra productiviste des Américains montre ces systèmes, parce qu'en gros, vous êtes dans un système où l'agro-business vend un maximum d'intrants. Je ne vais pas vous faire le coût du calcul économique, mais bon, voilà. Et à côté de ça, en fait, plus j'achète, oui, vous avez le top de la génétique, le top, sauf que vous achetez des Ferrari pour rouler dans une route où il vous faudra un 4x4 pour la savane. Parce que les conditions d'élevage, le fourrage à disponibilité en local pour les bovins, il n'y a pas. Et en clair, un de nos objectifs, c'est d'expliquer qu'on n'est pas là pour vendre le tout prêt clé en main. Nous, notre première réflexion, c'est quels sont vos besoins, que souhaitez-vous faire? Et la chance de la France, c'est qu'effectivement, il y a un gros travail dans la sélection génétique avec une forte variabilité géographique. Et on a beaucoup de races, justement, avec des critères rustiques qui sont bien mieux adaptés à des conditions géographiques plutôt que de dire je viens planter de la Holstein en plein désert. Je me permets aussi du coup de continuer dans cette logique d'implantation. Quels sont les produits que vous commercialisez? Les animaux vendus par Interlim, par exemple, sont à destination d'usage en race pure, comme en Mongolie, là, ou de croisement sur des races locales pour peut-être y être plus adaptés? Alors 95% de ce qu'on va commercialiser est destiné à un usage en race pure, au moins sur les premières générations. Après, voilà, si des jeunes mâles nés sur place sont réutilisés pour croiser sur des races autochtones, c'est tout à fait aussi adapté. Mais globalement, voilà, on n'exporte pas ni pour les semences ni pour les animaux à des fins de croisement industriel, ou très peu, quelques taureaux comme ça, sur notamment de la Maronesa au Portugal, ou des races croisées en Espagne, quelques laitières aussi, mais voilà, c'est souvent pour faire de la race pure, très souvent. Alors pour l'activité de jeune diffusion, on a une autre stratégie, c'est-à-dire que c'est plus une industrie, une activité de volume. Donc en fait, on essaye à chaque fois d'analyser le besoin du client et d'y répondre avec chacun des produits de la gamme. Donc ce qui nous intéresse effectivement en premier lieu, avec tout le travail qui est fait dans la création génétique, les plans d'accouplement, j'ai un certain nombre d'outils d'accompagnement pour améliorer et répondre spécifiquement à une demande d'un éleveur sur sa génisse pour corriger le tir sur ses défauts génétiques. Donc là, ce qu'on recherche en premier lieu, c'est travailler les marchés de race pure. On est beaucoup présent en charolaise, Holstein, et là, en fait, on a une logique d'accompagnement technique, de plan d'accouplement, du génotypage. On a développé cette offre de génotypage également sur l'étranger. Et c'est un travail de longue haleine.
Le marché de la semence, globalement, au niveau mondial, c'est 350 millions de dollars, dont l'essentiel est fait sur la Holstein, parce que c'est avant tout les élevages laitiers qui pratiquent l'insémination artificielle. Les marchés de races à viande allaitantes sont majoritairement, et très majoritairement à l'international. En France, je pense que c'est 17-20% selon les races qui pratiquent, dont les éleveurs pratiquent l'insémination artificielle. Sinon, au niveau international, je m'amuse à comparer deux cartes. C'est la carte du cheptel mondial de la FAO et la carte des marchés d'importation de semences. Et en gros, vous avez dans le top classement des cheptels, le Brésil, l'Inde, tout ça, et dans le top 10, la corne africaine figure avec le Soudan, l'Éthiopie, parmi les plus gros cheptels mondiaux. Donc dans le top 10 des cheptels mondiaux, la France arrive derrière. Et en fait, si vous faites le parallèle avec le marché des semences, eh bien, il y a 0 semences vendues sur la corne africaine. Parce que, j'avais croisé ici même, la dernière fois que j'ai intervenu, il y a une étudiante qui doit faire un doctorat qui est originaire du Tchad. Avec Jean-Yves, j'ai discuté avec elle et je lui pose la question, je lui explique ce qu'on fait. Et elle me dit, mais c'est bien accepté en France, l'insémination artificielle ? En fait, il y a une culture pour elle, c'était logiquement, c'est la monte naturelle, ça se fait naturellement. Ah bon ? Les clients acceptent que vous fassiez de l'insémination artificielle ? Donc voilà, il faut vraiment s'adapter, et c'est ça qui est super, c'est découvrir de ces autres cultures et prendre ce temps pour être sûr que ce que vous allez vendre correspond vraiment aux attentes du client. Et donc le marché de race pure en premier lieu. Ensuite, il y a des marchés qui se sont développés depuis une dizaine d'années sur les troupeaux bovins avec le développement de la semence sexée. En fait, la semence sexée, j'évite le veau Holstein mâle ou le Jersey mâle dont personne ne veut parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Du coup, on vend de la semence sexée et derrière, c'est développé un marché de croisement où on doit prendre des critères spécifiques sur la facilité de naissance. Et voilà, la France est vraiment en bovin un pays béni des dieux. On a quand même beaucoup de viande de très bonne qualité parce que vous êtes sur de la race pure. Du Limousin, de la blonde Aquitaine, de la Salers, Charolais. On a énormément de choix dans ces domaines-là, mais partout ailleurs, ces populations de races allaitantes sont très peu existantes. Et la capacité de création de viande est issue de ces croisements industriels laitiers. Donc là, on est obligé de faire un travail de sélection spécifique et de remettre une génétique. Là, on vient de lancer à Eurotir ce qu'on appelle une gamme Safe Calf, Safe Beef. C'est en gros, je vous propose la génétique si vous voulez faire de la viande de veau. Et le profil de taureau à proposer, ce n'est pas le même que si on fait du JB. C'est une croissance doit être un peu plus longue sur une période jusqu'à 20 mois. Race pure, marché de croisement. Et on a aussi des marchés importants entre les équateurs. Donc au nord des équateurs, vous avez ce qu'on appelle les Bos taurus. C'est des taureaux à dos plat. Et les Bos indicus, c'est les zébus, les brahmanes avec une bosse sur le dos. Et en fait, dans ces marchés-là, que ce soit le Brésil, la Thaïlande, la Chine, on a un marché où ils demandent des croisements, ce qu'on appelle bif sur bif. Et des races comme le Charolais ou le Limousin apportent la possibilité de faire, avec le même modèle de production d'élevage extensif, d'avoir 50, 60, 100 kilos de carcasse en plus, avec un F1 croisé, plutôt qu'une race pure. Tout à fait, ça permet d'avoir des animaux comme des bramousins ou des char-à-braie qui sont très utilisés aux États-Unis ou au Brésil notamment. Et il y avait aussi peut-être un autre sujet, c'est sur les races laitières. Vous commercialisez, comme vous le disiez, principalement de la Holstein, mais est-ce que vous arrivez également à commercialiser d'autres races ? Je pense à la Montbéliarde, la Normande. Ont-elles des intérêts pour certains marchés ? C'est tout l'enjeu de se faire connaître. Alors, la Montbéliarde est un marché extrêmement protégé et très bien organisé. Donc les éleveurs ont fait un travail extraordinaire, contrairement aux Normands. Voilà, mon stage agricole m'avait conduit à Pierrefontaine-les-Varences, traire de la Montbéliarde de bonne heure le matin. C'était fort sympathique. Et j'ai découvert tous les charmes de la Franche-Comté, le comté, le pousse-café du matin, et tous les fruits qu'on pouvait trouver, c'est formidable. La charcuterie locale, c'était génial. Et en tout cas, la force de ces éleveurs, c'est que depuis plus de 40 ans, ils se sont organisés pour d'abord sécuriser l'avenir de la race autour d'un produit qui est le comté,
Et en fait, ils ont réussi à faire un cahier des charges strict qui impose la Montbéliarde sur le comté. Comme le comté a connu un véritable succès commercial, la race a bénéficié de cette protection. De plus, l'organisation a permis aussi, comme pour le Limousin, de développer énormément d'exports sur de la race pure d'animaux. Et donc, du coup, que ce soit le Maghreb ou que ce soit les pays d'Europe de l'Est, il y a beaucoup ça. Après, la Montbéliarde bénéficiait également d'une proximité génétique avec la Fleckvieh allemande, les équivalents Simmental. Et en fait, les Allemands ont aussi fait un gros travail d'export où la race Simmental se retrouve, enfin les Fleckvieh se retrouvent très présentes au niveau international. Donc, on ne vend pas, officiellement, j'en vends pas, mais on en vend un peu quand même, on se débrouille. Mais officiellement, je ne vends pas de Montbéliarde. Le fort intérêt de ça, c'est que je vous expliquais tout à l'heure, la force marketing des Américains se situe autour de la Holstein. Si vous pensez voiture, c'est-à-dire vous pensez à quel pays quand je vous dis je voudrais une belle bagnole? Voilà, j'ai BM, Mercedes, Audi, tout le monde rêve de la même chose. Eh bien, quand vous parlez à un éleveur laitier, la légende du cow-boy, si vous voulez une belle Holstein, elle est forcément américaine. Donc il y a un inconscient collectif mondial qui fait qu'on pense d'abord à ça. Et du coup, oui, l'intérêt, c'est mettre en avant ce que les autres n'ont pas, parce que même si je n'ai pas une grosse part de marché, je me satisferais largement d'un 2 ou 3% de part de marché mondial dans tous les pays. On serait très riche si on arrivait à ça. Et il y a un gros travail sur les races normandes où, effectivement, on identifie les marchés. Et là, il faut descendre jusqu'au rayon, il faut remonter l'organisation, il faut essayer de voir des associations, des producteurs bio. Il y a du bio qui se fait ailleurs. Et effectivement, quand on arrive à expliquer que le modèle, quelles sont les qualités de la race, la fromageabilité, la digestibilité, la rusticité, en fait, c'est un réel atout. Et voilà, on se dit c'est un marché en perte de vitesse et autres parce que la population normande chute. Mais effectivement, que ce soit la normande, on essaie un peu pour la Bleu du Nord, la flamande, ce qui peut faire la spécificité d'un produit et l'unicité du produit, c'est un avantage pour l'export. Et là, on a une vraie chance qu'en France, avec l'INRA, avec les instituts, avec les herdbooks, les associations d'éleveurs, en fait, chacune des races a été travaillée pour être améliorée et préservée. Et ça, c'est peu de pays en sont là. Quand je constate les dégâts, alors que si vous faites l'inventaire des races bovines sur la planète, il y en a autant que par canton, région, secteur. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, alors l'Inde a pris cette décision-là. Ils sont partis, ils essayent de freiner, mais l'intérêt commercial est très fort. Les Américains arrivent à s'implanter parce que là, j'ai besoin d'avoir du lait, donc on le fait comme ça. Ils réussissent à exporter leur Holstein, mais le NCBC, qui est le National Dairy Board des Indiens, interdisent les croisements pour travailler à l'amélioration des races locales. Donc voilà, notre objectif, nous, c'est d'essayer d'implanter les races pures là où géographiquement ça a du sens. Donc pour la Montbéliarde, la Normande, Tarentaise, après, c'est des choses c'est des races qui sont beaucoup plus confidentielles. Et après, il faut être capable d'assurer. Quand on veut ouvrir un marché, il faut aussi être capable de répondre à la demande. Et il y a des populations en France qui ont des races tellement petites qu'on ne peut simplement pas livrer, quoi. Ça ne serait pas possible. Tout à fait. Je vous laisse avoir un petit mot pour la fin, comme l'a fait Jacques tout à l'heure, que vous souhaitez transmettre aux étudiants présents ici. Alors, vous motivez à travailler à l'export avec nous, aussi bien que l'a fait Jacques, ça me paraît compliqué. Vous avez compris que je n'étais pas aussi à l'aise que mes deux collègues dans cet exercice magistral devant vous. Mais bon, sachez que voilà, on travaille sur de la proximité. Il faut être amoureux du monde agricole, amoureux de l'élevage, bien évidemment. Il faut aimer partir à l'étranger. On a tous, je pense, on nous en parle tout au long de cette formation, une capacité d'adaptation acquise durant ces nombreux stages. Donc ça, c'est une vraie qualité. On ne sait pas forcément ce qu'on va faire en sortant de la salle Beauvais, mais on arrive très vite à s'adapter et à apprécier les boulots et à être apprécié dans ce qu'on fait. Voilà, donc avoir un peu la bougeotte, aimer se confronter à des cultures différentes, parler bétail, parler génétique.
voilà, il faut être aussi un peu expert dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui est passionnant, qui coûte en déplacement. C'est pas toujours facile socialement parlant, vous l'imaginez, mais c'est c'est un métier de passion avant tout. C'est un métier complexe. On a parlé de sanitaire, on a parlé de bien-être animal, de déplacement, de transport, de machin, mais c'est un véritable métier de passion et je pense que c'est quelque chose d'immensément riche que d'aller bosser le matin avec le sourire. Je vous garantis que c'est pas la même chose. Tout le monde le vit pas comme ça aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez un intérêt pour un stage ou pour quoi que ce soit en allaitant où je travaille ou en laitier. On parlait des Montbéliards, des structures comme Copex Montbéliard qui travaillent à mon sens très bien dans la valorisation de la génétique de la race en animaux vivants. Il faut aussi un peu de semences. Mais voilà, une chose aussi, et je vais arrêter là parce que je pense qu'on n'est pas trop en avance, notre réseau des anciens, dont vous allez bientôt faire partie pour certains d'entre vous, est hyper important. Juste une petite anecdote, nos concurrents directs, je l'ai dit à midi, je radote un peu, mais nos concurrents directs avec lesquels on avait une relation un peu à distance, toujours compliqué d'avoir un concurrent principal, on se respectait, mais les relations n'étaient quand même pas forcément beau fixe. Je me suis aperçu que ce concurrent-là, qui donc a racheté la boîte il y a peu de temps, est un ancien de Beauvais. Il est de la promotion un petit peu avant Géry. Dès l'instant où on a su ça, qu'on était tous les deux anciens de Beauvais, les relations se sont facilitées. Et voilà, on se voit différemment, l'approche de travail. Alors chacun reste évidemment chez soi. On n'a pas encore prévu de fusionner, évidemment, mais tout ça facilite le travail au quotidien. Avoir un ancien dans son réseau de travail, c'est quelque chose d'extrêmement confortable et on prend toujours plaisir à se retrouver sur les salons et c'est quelque chose de puissant. Ce réseau-là, alors nous on avait 130 ou 140 étudiants dans la promo à l'époque, sur 5 ans. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être plus nombreux. Le réseau est... Alors, n'y perdez pas en lien dans les promos, mais voilà, le réseau est beaucoup plus important. Profitez-en, c'est quelque chose de fondamental. Oui, on était 90 dans la promo. Effectivement, ce réseau est assez déterminant. Que dire qui n'a pas déjà été dit la nutrition, production animale, le visage ou l'aspect de ce secteur d'activité peut paraître ingrat. J'ai fait tout mon cursus dans le végétal. Ma maman me disait mais va pas dans les animaux, c'est sale, c'est terrible. Et donc quand je vous ai expliqué, mon premier métier c'était vendre de la viande et être rentré dans le secteur des nutritions, production animale et maintenant de la génétique. Voilà, dites-vous bien que quand vous commencez à 100 mètres et que vous n'avez pas ou peu de concurrents, vous avez plus de chances d'arriver premier d'abord. Et j'ai eu la chance dans mon parcours de me retrouver directeur général d'une boîte à 33 ans. Je pense qu'il y a d'autres secteurs d'activité où la concurrence fait un peu plus rage. Et quand vous entendez ce que disait Jacques par rapport à son jeune, il ne faut pas oublier que l'export, c'est également un accélérateur de carrière. C'est-à-dire qu'on peut faire ça un temps de sa vie. Effectivement, après, quand on a les contraintes de voyage, on voyage un peu moins facilement. Mais bon, si vous n'êtes pas... Alors, si vous êtes introverti, n'y allez pas. Si vous êtes un tant soit peu extraverti, il faut que ça corresponde à votre... En fait, il faut que vous ayez un tant soit peu la fibre commerciale, la curiosité et l'envie d'y aller. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'y aller à reculons, parce que vous trouverez toujours le truc, parce qu'il y a toujours plein d'aventures. On peut vous raconter plein d'anecdotes, de galères, mais c'est enrichissant et c'est tellement... cette curiosité est tellement satisfaite que ça ouvre les yeux sur le monde et sur ce qui se pratique ailleurs. Et c'est ce qui vous dit à chaque fois à quel point c'est extraordinaire de revenir en France et d'y vivre. Donc ça permet d'avoir cette ouverture d'esprit, c'est un accélérateur de carrière et c'est vraiment un univers dans lequel on peut vraiment s'épanouir professionnellement, apprendre beaucoup et gagner... sortir de notre clocher habituel et intégrer qu'il y a un environnement autour de la France et que ce qui peut paraître grand ou une vérité en France peut se retrouver bousculé très vite par l'intervention d'un opérateur extérieur. Voilà. C'est la vérité du jour en France, elle n'est pas celle de demain et il faut être conscient de ce qui se passe dans notre environnement parce que, alors même si la mondialisation a pris un sérieux coup au moral avec les guerres, les événements récents,
Il n'empêche que la réalité économique va encore rattraper et que, voilà, comme pour les coopératives, comme pour les éleveurs, cet état d'esprit a aussi évolué récemment parce que j'ai croisé des éleveurs qui ne voulaient pas qu'on exporte. Parce que tu vas donner le meilleur de notre génétique à l'étranger. Et puis ils vont nous le renvoyer à moins cher. Et en fait, ce n'est pas là le problème. Il faut les regarder, il faut aller voir ce qui se passe dans les pays pour se rendre compte qu'en fait, non. Leur problème, c'est comme expliquait Jacques, ils veulent juste manger. Ils veulent juste avoir des races qui leur permettent de produire suffisamment et de produire économiquement de manière rentable pour ça. Et effectivement, l'export dans les métiers, donc je suis désolé, il y a un volet commercial, mais c'est le technico-commercial, c'est un volet qui reste en permanence. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la problématique du client, si vous ne faites pas appel à vos connaissances de production animale, eh bien, on va pas mettre un vendeur d'aspirateur à vendre cette génétique, quoi. Donc c'est toute la place de l'ingénieur dans ces métiers. Oui, Madame Chauveau. Oui, merci Guéry, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Il faut vraiment s'ouvrir à toute cette approche et quand ce sont des professionnels qui insistent sur ce point-là, ça permet de prendre le relais de nos enseignements. Alors moi j'avais une question pour vous deux, Guéry et Olivier, sous l'angle recherche et développement. Aujourd'hui on parle beaucoup de résilience, de gestion des risques. Est-ce que la génétique y contribue aussi avec la sélection de races plus résistantes par rapport au réchauffement climatique? On a parlé de la Normande tout à l'heure. La Normandie aussi a des canicules maintenant. Les élevages sont... Je sais que l'INRA a commencé des travaux là-dessus, des races un petit peu plus... plus résistantes par rapport au stress hydrique, notamment l'été. Est-ce que vos sociétés y travaillent? Est-ce qu'on a quelque chose à faire en France là-dessus, à se différencier là-dessus? Alors, moi, je vais être très bref, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Évidemment, on a un service de recherche de génomique à la station de l'Anneau. On travaille sur les données de productivité, de production, bien évidemment. J'ai appris récemment qu'on travaillait sur des émissions de méthane, c'est-à-dire des lignées génétiques qui sont moins émettrices de méthane que d'autres. Ouais. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, va tout à fait dans le sens de votre question. Moi, je suis ravi parce que voilà, encore une fois, c'est une problématique auquel on est confronté quotidiennement. Donc ça fait partie des axes de recherche en race limousine sur lesquels on bosse en ce moment. Principalement. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Un axe important, les émissions de GES, effectivement. Ouais. En fait, toutes les problématiques sociétales, on se les reprend effectivement au boomerang. Déjà, le premier point dont il faut se rendre compte, c'est les aspects de rusticité de nos productions de races allaitantes. C'est tout de même déjà incroyable de voir les environnements géographiques différents dans lesquels la race réussit déjà à s'adapter. C'est-à-dire que là, Olivier citait la Mongolie, mais au Mexique, dans les cactus, j'ai vu des charolais profiter et bien s'épanouir, quoi. Donc ça veut dire qu'on a déjà, avec nos races, avec leur caractère rustique et la forte variabilité génétique, une des forces, je me suis fait expliquer la chose, mais toute la race Holstein est issue au départ de 8000 animaux qui ont été importés des Pays-Bas, partis vers les États-Unis. Et en gros, ça a été qu'un travail d'inbreeding incessant. Et aujourd'hui, on est sur des lignées très productives. Mais moi, j'attends juste une chose, c'est le jour où ça va se casser la gueule. C'est-à-dire que ce modèle d'hypersélection, moi, quand je suis arrivé, mes cours de génétique dataient du siècle dernier, je me rappelais de rien. Mais l'ancien m'a expliqué, qui est parti en retraite, il me dit, tu sais, c'est pas bon quand un taureau a un taux de consanguinité supérieur à 5%. Bon, ok, sinon ça fait des fins de race. Aujourd'hui, quand on regarde le top de la génétique américaine qui est proposée, ils sont à 14%. Donc j'attends de voir quand le château de cartes va s'effondrer. Parce qu'en fait, on a beau faire de la sélection sur des chiffres, il y a une réalité. Et quand on prend nos races françaises, je ne sais plus, mais je crois que sur le charolais, on doit avoir 200 lignées de familles à partir desquelles on peut travailler. Donc la race elle-même offre une forte variabilité. Et donc du coup, au sein de la race pure, on est capable de travailler à une adaptation à tel ou tel contexte. Alors, sur les aspects de stress hydrique et autres, la température n'est pas encore montée assez haut.
C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que ce soit un sujet d'actualité. On est plus, comme Olivier, sur des thématiques de rejet de méthane, de sustainability de la race, parce qu'en fait, les gros enjeux actuels, c'est, avec toutes les pressions, voilà, enfin, je veux dire, les fausses communications des lobbies. Alors, c'est encore une partie de cours, je pourrais vous expliquer, mais l'avenir de la race allaitante est menacé en France. En clair, quand on vous explique par les lobbies que vous vous rendez compte, 1 kilo de steak, c'est 3 000 litres d'eau ou 15 000 litres d'eau. Enfin, je ne sais plus les chiffres exagérés. Mais à un moment, la vache, elle pisse, et elle pisse, ça revient de l'eau, quoi. Donc, reprenez la vérité des chiffres. Et en fait, ce lobby qui veut massacrer ça, quelque part, c'est parce qu'on veut déstabiliser. Enfin, il y a une volonté politique derrière. Et posez-vous toujours la question, à qui profite le crime ? Alors, qui sponsorise les ONG? Ce sont les boîtes américaines, les investisseurs dans les alternatives à la viande. Donc voilà, dormez tranquille, arrêtez de manger de la viande. Les éleveurs, ils gagnent trop de fric. Il y a un abattage. C'est pas bien d'abattre les animaux. Donc du coup, on veut détruire une filière pour mettre en place du steak végétal ou, mieux encore, là, une usine de production de protéines. En fait, à partir de champignons, en fait, si je peux vous fournir 1 kilo de protéines qui me coûte le moins cher, mais que je peux vous le vendre au prix du steak, parce que je vais rajouter les texturants, enfin, on va le voir à Gros Santé, vous dire, vous allez me faire un truc super avec des texturants, des additifs, et je vends mon steak au prix de mon végétal au prix du steak. Ouais, il y a plus d'argent à se faire. Voilà. Donc, la réalité, c'est que il faut d'abord se battre pour assurer la pérennité de notre modèle. Et aujourd'hui, toute l'Auvergne, enfin, on a d'autres problématiques qui sont la sécheresse, effectivement, c'est la capacité à avoir du fourrage, parce qu'aujourd'hui, il y a une décapitalisation importante qui s'effectue, parce que la rentabilité économique de la filière est uniquement tenue par le fait que la vache s'occupe seule de son veau. Et partout ailleurs, dès lors qu'on met des intrants, qu'on nourrit, la viande ne coûte pas assez cher pour payer, pour faire un payback positif sur la production. Donc oui, les thématiques environnementales sont insérées, mais pas encore le... Voilà, Et j'ai juste une petite dernière question de non-sachante. Monsieur Kéméré faisait de la promotion de la pie noire, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a du suivi génétique sur cette charmante race d'origine? On parlait, c'est à l'instar de la Holstein. Alors je sais que l'Institut de l'élevage travaille à la préservation de ces races dites à petits effectifs. Néanmoins, la pie noire, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était de la bouche de Pierre Kéméré, oui. Il y a 16 ans. Ça, voilà, j'imagine qu'il résiste encore un noyau. En fait, c'est pas, en l'occurrence, ça, c'est pas des races qui ont une valeur génétique ou un intérêt. Ah donc, ouais. du coup, en fait, commercialement parlant, à part les Bretons qui veulent, en fait, les aficionados qui veulent maintenir la race, et ils ont raison. Mais ils doivent même recevoir des aides, parce que qui sait, un jour, avec les variations climatiques et autres, il y aura peut-être besoin de remettre ça voilà, pour préserver ce matériel génétique, comme on le fait pour les semences végétales. Mais malheureusement, ces races n'ont pas de débouchés commerciaux qui font qu'on arrive à l'exploiter. Et pour moi, les dernières races qui ont réussi à bien décoller, c'est l'Aubrac. Artonaise, la Basadaise aussi, aujourd'hui, on se développe sensiblement, quoi, dans les races qui étaient dites à petits effectifs il y a encore quelques années, quoi. Et une fois de plus, ces races-là, en fait, l'Aubrac et autres, s'est développé parce que il y a les Aveyronais, il y a toute une filière, il y a un marché, un segment de marché qui a pu s'ouvrir parce que je me différencie en mettant une qualité de viande. Donc, je peux vendre à mon consommateur un produit un peu plus cher. Donc, c'est qu'on est déjà, on est en Europe dans un marché, et encore en Europe, on est en France, parce que les Allemands sont d'une misère assez catastrophique sur la diversité ou les segmentations. Mais en France, on est capable de bien valoriser et de faire parler cette origine. Partout ailleurs, malheureusement, dans le monde, le palais n'est pas suffisamment développé. Et comme l'expliquait Jacques, la problématique, c'est je veux de la viande. Et donc, du coup, c'est du kilo. Comme tout à l'heure, je voulais dire un point de remarque sur la Holstein ou sur le lait. Je veux dire, quand on parle des vaches Holstein américaines, leaders, championnes,
Oui, effectivement, j'ai visité il y a 3 semaines dans le Wisconsin un élevage Seamers qui est dans le top de la génétique de la sélection. 3900 vaches, il y en a passé, il va monter à 5000. 3900 vaches en moyenne à 15 000 kilos. C'est pas possible, mais si, c'est possible. Le lait, il fait moins de 40 de matière grasse et 29 de protéines. Donc le lait, c'est de l'eau. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Nous, notre génétique, le lait, on ne le boit pas. On fait du fromage avec. On fait des produits transformés et on veut vous vendre des taux. Donc ce discours passe, mais en fait, il y a eu un tel labourage par le marketing américain qu'en fait, la meilleure, c'est la américaine. Et en fait, à la fin, ils ne se rendent pas compte que, ils disent, oui, je fais du lait. Mais au final, est-ce que je gagne de l'argent avec? Et ça, ils le voient que bien plus tard. La génomique et notamment la génétique haute performance de Généfusion. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre déjà de s'exporter un peu notre technologie, notre savoir de français sur cette technologie-là? Et pour les éleveurs français, est-ce que ça va amener quelque chose de connaître vraiment cet environnement, de leur propre environnement pour travailler après sur la génétique? Alors pour l'exporter, ça sera compliqué. Parce qu'en fait, il y a eu un tel travail de R&D, parce qu'il faut valider sur le nombre d'échantillons qui ont été prélevés, les validations, en fait, on connaît l'intégralité de l'environnement en France. On maîtrise tous les aspects. Donc cet outil a été applicable parce qu'on en tenait tous les aboutissants. On est capable de dire, oui, ce qu'on a développé, on a une réponse significative et on est sûr de ce qu'on avance. Avec dans tout ce qui sert au calcul d'index, il y a une population de référence et on mesure ça. Et la valeur ajoutée pour l'éleveur, c'est arriver à son objectif le plus vite possible. C'est-à-dire que quand je pars d'un point A et je veux y aller en utilisant le levier de la génétique pour augmenter sa production et avoir une meilleure efficacité alimentaire, d'avoir une meilleure production, d'aller vers des taux. Une des thématiques en bovin, c'est la réduction de l'usage des antibiotiques. Donc prendre le côté un peu rusticité, les réductions des problèmes de mammites, les maladies de mortel haro, tout ça, il y a des critères de résistance génétique qui sont identifiés. Et donc le gain pour l'éleveur, c'est gagner 5-6 ans en évitant de tâtonner, en disant tiens j'ai ça et puis finalement ça va pas. Là ça permet, en faisant le séquençage, en ayant l'approche génétique haute performance incluant le microbiote, on a identifié des génisses qui surperformeront dans l'environnement d'élevage. Je rêve d'avoir ça à l'export. Mais combien d'argent faut-il déployer en Allemagne, en Espagne ou ailleurs pour être capable de dire que mon modèle qui est développé sur la France va savoir s'appliquer dans d'autres environnements? Et du coup, cette R&D a un coût. Et notre part de marché en France, qui excède les 30% dans le secteur bovin et plus de 60% sur l'activité des races à viande, en fait, quand j'ai que quelques pourcents sur l'Allemagne, comment j'arrive à justifier un retour sur investissement sur l'Allemagne, sur l'Italie ou ailleurs, si je n'ai pas l'écoulement de ce marché de semences? Donc effectivement, je réfléchis à trouver des partenariats qui est sur des métiers, sur des possibilités de développer ce type d'offres, mais au final, j'ai coutume de dire, en France, on est équipé avec des gènes diffusion derrière la ligne Maginot. Savoir qu'on a l'armée lourde, on a toutes les structures, on a les techniciens, on a la capacité de répondre et on a une proximité, une capacité d'offrir un service. Et moi, je pars à l'étranger avec la batterie légère de campagne. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une équipe, une dizaine de personnes, mais on ne peut pas sortir tout, on ne peut pas sortir l'armée lourde, parce qu'un billet d'avion coûte et qu'un conseil, ce n'est pas sur 1 minute, c'est un suivi d'élevage qui est fait. Donc je cherche absolument, et c'est ce que j'apprécie chez Gène Diffusion, c'est sa forte capacité d'innovation. Et franchement, le GHP, je n'ai trouvé aucun modèle similaire à ce jour. Et c'est vraiment la proximité historique
de nos équipes R&D avec Pasteur, parce qu'eux ont fait travailler de manière commune sur le microbiote humain, qui ont permis d'être capables rapidement de cartographier, de comprendre ce qui se passait et de voir, en fait, de bien valider que le microbiote était un caractère héritable et que derrière, on était capable d'apprécier un profil de microbiote performant pour un élevage. Enfin, du moins identifier ce qui, par rapport aux élevages. Enfin, en gros, si j'explique le GHP, vous séquencez les génisses, vous faites un génotypage des génisses et des vaches, vous regardez à partir du génotypage quelle est la valeur théorique moyenne de production, et dans le troupeau, avec le résultat du contrôle laitier, vous savez quelles sont celles qui surperforment et celles qui sous-performent. Donc il faut virer celles qui sous-performent et proposer une génétique et recalculer un index des taureaux avec un profil qui correspond à celles qui surperforment sur l'élevage. Donc c'est la notion du, comme explique si bien Jean-Yves, le P, phénotype ou performance, égale G plus E ou G fois E. Et là, on est rentré dans la nouvelle ère, enfin, on peut appeler ça épigénétique, de l'interaction entre le potentiel génétique et son environnement. Ça fait beau, hein, mais en fait, je suis nul en technique. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini pour cette première table ronde. Moi, j'ai une question. Quels sont ceux qui veulent travailler à l'export ? Ouais. Tu peux nous expliquer ton projet, tes envies ? Côté supply chain ? D'accord. Un nouveau métier plein d'avenir. Bientôt tué avec la mondialisation. D'autres candidats, candidates ? Pas encore, mais je suis sûr qu'il y en a plein en réflexion là, depuis on est intervenu. N'ayez pas peur. On s'éclate vraiment. Voilà. Retenez une chose, c'est que la production animale, de manière générale, offre beaucoup d'opportunités professionnelles. Que ce soit à l'export ou ailleurs, on a beaucoup d'opportunités professionnelles sur un secteur d'activité qui est sain, qui est solide. Et dites-vous bien une chose, les gens devront manger toujours. Et quoi qu'en disent les véganes, on va résister, ça va le faire. Rien de meilleur qu'une côte de bœuf. Voilà, merci d'être venu. Et merci à vous. Je vous laisse aller prendre un café si vous le souhaitez.